Hello Alphonse, Salut. bonjour à toutes les personnes qui sont en train d'arriver, à toutes les personnes déjà présentes. Bonjour Denis, Lucille, Pauline. On va attendre comme d'habitude. Hello Malik, on va attendre comme d'habitude que les personnes se connectent pour débuter. Hop, je vais activer la présentation du jour. Aujourd'hui, comme je vous le disais hier, pour les personnes qui étaient là, on a aujourd'hui la chance d'avoir deux expertises à nos côtés. Donc, on est vraiment chanceux aujourd'hui. On va voir la partie du coup financement dans son ensemble, côté financeur non dilutif et côté aussi banquier. Et on va voir les différences. Il y aura des petits jeux aussi jungle quiz pour un petit peu vous faire répondre à des questions sans piège. Ne vous inquiétez pas, on est gentil. Mais voilà, de manière à apporter un peu de dynamisme dans la présentation. Alors là, on est au 4e jour de la semaine de l'entrepreneuriat. Hier, je ne sais pas s'il y a des personnes, je crois que je vois des noms qui étaient présents hier. J'espère que ça vous a apporté pas mal de concret. On a eu pas mal de retours positifs. Je tiens à dire aussi à toutes les personnes qui nous ont envoyé des mails, on n'a pas encore eu le temps de les traiter pour nous remercier, etc. Déjà, merci pour ce genre de mail. Pour également avoir tout ce qui est les supports de présentation. On va envoyer tout ça en fin de semaine, ne vous inquiétez pas, mais on n'a pas encore eu le temps de s'en occuper. Hello Sabrina. Le deuxième intervenant est en train de se connecter, ça ne devrait plus tarder. Alors, est-ce que Sabrina, tu nous entends? Hop, ouais, je crois que tu es en train d'essayer de te connecter. Ah, on voit ton image. Est-ce que tu nous entends? Oui, parfait. Salut tout le monde. Trop bien. Hello. Nickel. Alors, je ne sais pas comment je pourrais disposer les vignettes de manière à ce que les personnes vous voient centrées. Parce que là, je pense, bon, c'est pas très grave. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez aller dans l'espace QNR qui est situé à côté en milieu de l'écran, à côté des 3 petites baguettes sondage. Vous pouvez déposer votre question tout au long de la conférence et puis on y répondra au fur et à mesure. Il y aura peut-être des sondages, je ne sais pas ce que Malik a prévu pour cette conférence. Dans ce cas-là, ça sera l'onglet juste à côté. Et on va pouvoir du coup commencer tranquillement en attendant que les autres personnes nous rejoignent. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de 2 expertises, ce qui est plutôt rare. Dans les autres interventions, on était plutôt sur une personne. Donc, on a aujourd'hui à nos côtés Alphonse Maire et Sabrina Vencifi. On peut, si vous voulez, faire une présentation chacun de votre côté. Puis, comme ça, je mets les bonnes slides qui vont bien pour un peu que vous nous parliez de ce que vous faites dans chacune de vos entreprises. Yes. Qui veut commencer? Fais-toi, Alphonse. Allez. Ok, allez, merci. Et du coup, merci pour l'introduction et merci pour le webinaire. Content de pouvoir discuter avec vous tous. Moi, je m'appelle Alphonse, j'ai 26 ans et ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans aujourd'hui que je travaille pour 3i Financement, qui va être le sujet aujourd'hui. 3i Financement, pour vous présenter en rapide, on a un cabinet à peu près 70 personnes, notre métier et le financement non dilutif. Qu'est-ce que c'est le financement non dilutif? C'est la recherche de fonds qui ne touchent pas à l'actionnariat d'une entreprise. Donc, ça peut être des subventions dans le meilleur des cas, des prêts, des avances remboursables, tout ce qui est aussi des dispositifs fiscaux type crédit d'impôt, innovation, crédit d'impôt, recherche. Et là-dessus, on travaille pour établir les roadmaps de financement et puis aider dans la réalisation des dossiers pour faire gagner un maximum de temps et optimiser les chances de succès. Merci. De rien. Sabrina, moi, je suis ravie d'être parmi vous. J'ai cofondé Banker Club il y a 3 ans et demi maintenant, qui est une plateforme de matching et de mise en relation entre entrepreneurs et banquiers. Et on a réfléchi à des matchings intelligents, un matching intelligent qui tient compte des critères des banques sur l'analyse des dossiers et puis aussi des critères des entrepreneurs.
critères qu'on définit en fonction de leurs besoins, de leur secteur d'activité, pour obtenir des matchs et des taux de concrétisation de financement les plus importants possibles. Donc, notre valeur ajoutée, on va dire qu'on est vraiment focus, nous, sur la dette bancaire. Donc, on est très complémentaire avec 3i Financement. On va accompagner des startups, mais pas que. On va aussi accompagner des TPE et des entreprises qui ne sont pas nécessairement des entreprises technologiques, dans lesquelles il y a de la recherche et développement. Voilà. Top, top, top. Et alors, pour rappel, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, nous, on est une solution pour trouver du coup un réseau, une méthode aussi pour entreprendre qu'on vous a un petit peu montré hier pour les personnes qui étaient présentes. C'est vraiment des tips qui sont actionnables, c'est des exercices, c'est des modules sous la forme de challenge parce qu'on veut vraiment démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat et ça passe aussi par toute cette vulgarisation des termes qui sont parfois très anglicisés, etc. Donc, c'est tout ce qu'on met dans une application. Donc, on est un réseau national, des modules pour se lancer et aussi des professionnels, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, avec qui vous pouvez travailler sur vos besoins en création et gestion d'entreprise. N'hésitez pas à scanner le petit QR code pour rejoindre dans un premier temps notre communauté gratuite qui pourra déjà vous donner des tips. On va commencer du coup avec toi, Alphonse. Yes. Ouais, pour remettre un peu du coup le cadre et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'avec Sabrina, on puisse vous donner une vue générale de qu'est-ce que c'est cet écosystème de financement non dilutif, comment il fonctionne, quelles sont les attentes, et voilà, pour que vous puissiez aussi l'inclure et le prévoir pour les prochaines étapes. En guise d'introduction, ce qui est important de comprendre, c'est que les financeurs ont essayé de mettre en place des produits de financement selon les différentes étapes de la vie d'une entreprise, notamment sur le plan public. C'est comme ça que sont construits les programmes. Et donc, on peut distinguer 3 grandes phases auxquelles des besoins vont se mettre en face. La phase de création, sur laquelle on va passer peut-être un peu plus de temps parce que c'est ce qui collera le plus au stade où vous en êtes aujourd'hui. La phase d'amorçage, la phase de développement. Et selon les phases, différents types de financeurs peuvent intervenir et ils vont intervenir sur différents types de besoins. Il y a des montants aussi qui sont inclus, mais les montants ils sont plus à titre indicatif qu'autre chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en phase de création, les financeurs ils vont surtout intervenir pour justement financer la technologie, la R&D, mais de manière globale, la mise en place d'un produit, d'un service qui serait nouveau, avant de pouvoir passer à la phase d'amorçage où ils vont financer la continuité de ce produit, la continuité de ce service, et puis financer le plan commercial, le développement, la croissance. Et troisième phase de développement, après quelques années de forte croissance, où on se stabilise, les besoins sont différents, on continue d'investir dans notre produit, évidemment, dans notre stratégie commerciale, et on se diversifie avec de nouvelles stratégies à l'international, par exemple. Et donc, c'est comme ça que sont construits les programmes de financement. Les financeurs publics financent majoritairement, donc je pense à BPI France notamment, la technologie au début, sur les premières années, puis au fur et à mesure peuvent intervenir éventuellement pour soutenir la commercialisation, puis soutenir l'internationalisation. Voilà là-dessus. Je crois qu'il y a une autre slide juste après, si je ne me trompe pas. La première chose à savoir sur les fonds non dilutifs, de manière générale, c'est qu'ils sont, malheureusement, la plupart du temps, ils n'interviennent pas seuls. Les financements, ils sont construits de 2 façons. Côté public, comme je vous disais, on va souvent financer de la technologie. Pour financer de la technologie, on finance un programme sur une durée qui est donnée. Et ce programme, il va jamais être financé par BPI ou un autre interlocuteur dans sa totalité. Il y a toujours une logique de cofinancement où on me finance 50% généralement, à condition que je puisse financer 50% de mon côté. Donc, il faut garder en tête que malheureusement, les financements non dilutifs ne viennent pas tout seuls, mais qu'il faut que l'entreprise ait déjà une ressource de son côté, une capacité financière de son côté. L'autre chose à prendre en compte, et c'est vrai aussi pour BPI à des stades plus avancés, c'est vrai pour les prêts bancaires, c'est la notion de capacité d'endettement. Les financeurs ils se positionnent en fonction d'une notion de risque entre les apports et le capital de l'entreprise. Donc, le capital de l'entreprise, c'est ce qui est injecté à sa création, ce qui viendrait de potentiels investisseurs ou ce qui viendrait d'une potentielle rentabilité. On prend donc les capitaux investis, capital social et prime d'émission. On y ajoute ou déduit les résultats des différents exercices qui ont été faits, selon s'ils sont positifs ou négatifs, ce qui nous donne notre niveau net
de fonds propres pour une entreprise. Selon ce niveau net de fonds propres, on peut en déduire la capacité d'endettement. Un financeur, qui soit public ou privé, sur une entreprise qui a peu d'historique, ira très très rarement au-delà de ce niveau de fonds propres en termes d'intervention, en termes de financement. Et donc, si par exemple ce niveau de fonds propres il est à 200 000 euros, qui a déjà 100 000 euros d'encours, le maximum d'une nouvelle intervention, il serait autour de 100 000 euros. Donc, c'est important de comprendre. Pour pouvoir faire du financement non dilutif, malheureusement, il faut déjà quand même avoir des ressources et il ne vient pas directement seul. Et justement, comment constituer cette base de fonds propres ou quasi-fonds propres et quelles solutions existent aujourd'hui en 2025 pour les entrepreneurs? Yes, il y a plusieurs choses pour constituer cette base de fonds propres. Évidemment, avoir une activité qui peut être commercialisée rapidement et une commercialisation qui fait un accès rapide à la rentabilité. Dans le calcul, ça rentre comme ça. Des apports personnels, c'est ce qu'on voit le plus souvent pour les gens qui en ont la capacité et qui peuvent le faire, font des apports soit en capital social directement, soit sur un système de compte courant d'associé. Compte courant d'associé, c'est, pour faire très simple, un prêt qui est fait par un entrepreneur à sa société. Mais étant donné que l'entrepreneur investit dans sa société, on ne le considère pas comme une dette parce qu'on sait que l'entrepreneur n'est pas une banque, il ne va pas se rembourser si la société en a besoin. Ces comptes courants, ils peuvent éventuellement faire l'objet de conventions de blocage et autres dans certains cas. Ensuite, sur les premières phases, éventuellement, il peut y avoir des apports d'investisseurs. Sur ces premières phases, sur les entreprises, alors aller solliciter des investisseurs en dehors de son réseau, ça reste assez compliqué. Donc, très souvent, c'est ce qu'on appelle des levées en friends and family, ou en tout cas, la mise à profit du réseau proche, professionnel et personnel pour aller constituer une première base de fonds propres. Et il y a ensuite un levier qui est très intéressant, qui sont les prêts d'honneur. Les organismes de prêts d'honneur, qui sont listés ici, les principaux. L'idée, c'est que c'est des organismes qui ont un rôle qui est double. Ils ont un rôle à la fois d'accompagnateur, où ils vont donner une structure, par exemple Réseau Entreprendre, à toute une communauté d'entrepreneurs qui mettent à profit pour les entreprises du réseau, des chargés d'affaires qui vous suivent dans des programmes et autres. Puis, ils ont une vocation de financeur, où ils vont faire un prêt d'honneur. Un prêt d'honneur, pour faire très simple, c'est un prêt qui est donné à un entrepreneur à titre personnel, avec des garanties qui sont au niveau de BPI, des régions, ça dépend des organismes, mais qui a un taux zéro, qui a 1 an de différé, 5 ans de remboursement. Ce prêt a vocation à être reversé en compte courant d'associé dans l'entreprise pour financer son développement. Et du coup, cet apport en compte courant d'associé est considéré comme du quasi-fonds propre et considéré comme quelque chose qui va venir augmenter votre capacité financière et donc augmenter votre capacité à prétendre un financement non dilutif complémentaire. Top. Alors, on a une petite question. Au niveau des personnes qui investissent en Friends and Family, qu'est-ce qu'on peut donner en retour pour compenser ce don? Il y a plusieurs formats. Là, moi, j'y faisais référence plutôt, ce seraient des personnes qui seraient tes premiers investisseurs, donc qui le feraient pour une part de ton capital. C'est souvent ce qu'on voit, et donc ça, plusieurs formats, mais soit avec une part de capital bien sûr minoritaire directe, de l'ordre de 5-10% généralement, selon les situations, soit éventuellement sur un mécanisme de bon de souscription d'actions, de SAFE, qui est de dire, je te donne aujourd'hui 10 000 euros par exemple, et demain, quand tu vas faire une levée de fonds, ces 10 000 euros seront convertis dans ta levée de fonds et j'aurai des conditions avantageuses par rapport aux autres investisseurs. Donc ça, c'est très souvent le cas. Parfois, il y a aussi, avec des proches, des gens qui se font des prêts à titre personnel pour les reverser dans l'entreprise. Là, c'est plus des arrangements personnels, donc pas trop de recommandations. D'accord. Et quand on investit sur les comptes courants de l'entreprise, est-ce qu'il y a une possibilité de récupérer cet argent plus tard? Il y a une possibilité de récupérer cet argent. C'est d'ailleurs tout l'intérêt. C'est comme un prêt. Donc, à partir du moment où l'entreprise a la capacité de rembourser l'associé, on va dire, et par exemple, qu'elle commence à dégager des revenus, l'associé ne se rémunère pas encore, il va peut-être sortir cet argent plutôt que se payer un salaire avec des charges. Mais oui, il y a la possibilité de le sortir. Top. Nickel. Est-ce que tu peux nous parler un peu des autres dispositifs de financement qui peuvent compléter ce que tu as énoncé avant? Et du coup, avoir ce capital, ça va vous ouvrir, en tout cas au début, surtout à des financements côté public qui vont être des financements dédiés aux produits. Comme je vous disais, on va distinguer 2 grands types de financements. Il y a les subventions à l'innovation, qui sont les premiers financements. Je vous ai mis les exemples de ce qui existe en région parisienne juste ici. L'idée, c'est que c'est des subventions qui vont aller
qui vont être autour de 30 000 € généralement et associés à un budget technologique derrière, donc pour du développement, du temps homme, d'ingénieurs à faire financer. La particularité, il y a les bourses Renchec émergence et FPI et Noveup qui vous demandent d'être incubés. Voilà l'idée. Pour pouvoir prétendre à 30 000 €, il faut qu'on ait 30 000 € de notre côté, étant donné qu'on va devoir justifier un budget global de 60 000 € ou un peu moins généralement. Ces subventions, ce qui est important à savoir, c'est que ça vient en 2 tranches pour être sûr qu'on dépense bien le budget. Une majeure partie au début, et pour débloquer la seconde tranche, il faut que je monte patte blanche et que j'explique que j'ai bel et bien dépensé le budget que j'avais présenté. Sur des phases un peu ultérieures, on passe très vite sur des mécaniques de prêts, finalement, même du côté des financeurs publics, mais des prêts qui ont le gros avantage d'avoir un différé d'amortissement, c'est-à-dire une période de 2-3 ans pendant laquelle on ne rembourse pas le prêt, on paye seulement les intérêts, ce qui nous laisse du coup l'argent à disposition pour investir sur le projet. Il y a 2 grands types de prêts, les prêts à l'innovation, donc qui vont être affectés à un programme technique, et les prêts qui sont destinés à financer votre croissance sur la base d'une commercialisation qui aurait déjà commencé, qui montre qu'il y a ce qu'on appelle de la traction commerciale, donc un début de croissance. Il y a des mécanismes de prêts d'amorçage à investissement qui, eux, sont dédiés à financer plutôt votre équipe commerciale ou votre déploiement marketing pour aller avancer plus vite. Les conditions sont plus ou moins les mêmes, c'est 2 à 3 ans de différé, 2 ans sur le prêt innovation R&D, 3 ans sur les prêts à la croissance, et ce sont les taux qui changent, 4% à peu près en ce moment pour financer de la tech et plutôt 8% pour financer du déploiement commercial. Top. Merci pour ces infos. Alors, on va faire un petit quiz rapide. D'après vous, est-ce qu'une entreprise qui peut bénéficier d'un prêt, enfin, est-ce qu'une entreprise, peut bénéficier d'un prêt à l'innovation dès lors de sa création? D'après vous, oui ou non? N'hésitez pas à nous mettre dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que c'est financer ou recaler une entreprise qui demande un prêt à l'innovation dès sa création? On a des pouces, donc ça voudrait dire oui. C'est souvent, on a mis ces questions parce que c'est souvent des questions qui reviennent en fait chez les entrepreneurs. Et il y a vraiment un sujet quand on demande des financements de early en fait pour certaines entreprises. Hein. Tu connais bien le sujet, Alphonse. Voilà, on ne sait pas trop où se situer en fait. C'est pour ça que c'était important de mettre la première slide pour voir un peu à quel moment demander quoi. Mais voilà, donc d'après vous, financer plutôt une entreprise qui demande un prêt à l'innovation, c'est OK pour vous? Non. Il y a une majorité de oui. Je vois 2 commentaires intéressants dans une question: est-ce que c'est possible avant la création? Tous les financements dont je vous parlais, typiquement, se font plutôt à la création de la société. Certains process peuvent être entamés un peu en amont, notamment parce qu'on a les contacts et notamment du côté des prêts d'honneur. Mais la plupart, pour faire une demande du côté de BPI, il faut que vous ayez un CABIS. Ceci dit, c'est un sujet que vous allez aborder peut-être après sur la création. Il ne faut pas nécessairement créer sa société pour aller demander des financements, mais plutôt créer sa société quand on en a besoin opérationnellement et demander des financements à ce moment-là aussi. Et pour la question, je vois une très bonne réponse dans le chat qui dit oui, mais il faut le même argent de l'autre côté. Et c'est ça, en réalité. On peut demander un prêt, la question un peu piège, mais dans l'idée, oui, on peut demander un prêt à innovation dès la création. Mais par contre, il faudrait créer une société qui a déjà beaucoup de capital. Donc, ce qui arrive parfois avec certaines sociétés qui ont avancé beaucoup en amont de leur création, qui font une levée de fonds mettons, 500 000 € à leur création et qui vont skipper l'étape d'aide à la faisabilité de 30 000 € qui est trop petite par rapport à la plan de financement finalement ou pas impactante pour être directement sur une étape de prêt. Ce que j'ai pas mentionné et du coup j'y pense, c'est que si on lève 500 000 €, on va pas nécessairement aller chercher 500 000 € de prêt. En soi, on y est éligible, c'est le maximum qu'on peut aller chercher. Aujourd'hui, les financeurs en région parisienne se positionnent plutôt autour de 30% du capital pour leur intervention. Okay. Top. Est-ce qu'un prêt d'honneur peut être utilisé comme levier du coup pour obtenir d'autres financements? D'après vous, est-ce que ça permet d'accéder à d'autres choses ou pas du tout? C'est pas du tout une stratégie de le voir comme ça? On a un pouce qui nous dit oui, un deuxième. OK.
Alphonse, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Ouais, bah c'est un oui. En effet, le prêt d'honneur, il va donner accès à il peut donner accès à un autre financement, étant donné qu'il est reversé en compte courant d'associé, qui du coup, comme je disais sur le papier, est une dette, mais en fait qu'on considère comme quasi fonds propres, étant donné que c'est de l'argent investi par l'associé. Bah, il vient augmenter la capacité financière et permettre de prétendre à d'autres financements, notamment la bourse French Tech. Et je pense que ça fait un bon lien avec Sabrina aussi, parce que ça compte pour les banquiers, je pense. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie financement non dilutif à poser à Alphonse sur peut-être la manière dont ça se passe au niveau des demandes? N'hésitez pas, ça peut être maintenant ou après aussi à la fin de conférence. Si vous en avez une tout de suite qui vous vient, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Et sinon, on va passer à la deuxième partie avec Sabrina. Du coup, alors, Sabrina, on passe à vraiment la partie banque. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est d'un banquier en 2025? C'est un monde, l'univers bancaire qui est souvent appréhendé avec de l'inquiétude. Ça peut se comprendre. En tout cas, ce qui est rassurant, franchement, dans l'écosystème bancaire et ce qu'on observe, nous, depuis quelques années, c'est qu'elles se sont largement, vraiment très largement acculturées au financement de l'innovation. Pour connaître le système bancaire depuis quelques années maintenant, ils s'organisent avec des pôles spécifiques innovation, avec des collaborateurs qui sont formés constamment aux nouveaux modèles économiques et qui n'accompagnent pas uniquement des projets traditionnels, mais également des startups. Alors, Alphonse l'a très bien expliqué. Clairement, la première étape, c'est d'aller solliciter du financement public et de réunir suffisamment de fonds propres pour aller trouver un banquier. Il ne sera pas très bien conditionné si il n'y a pas eu derrière d'accord aussi bien de la BPI ou même d'un prêt d'honneur, parce qu'un prêt d'honneur, ça vient donner du crédit en fait au projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le banquier, lui, il connaît bien ces écosystèmes, il connaît bien le réseau entreprendre, il connaît bien PIE. Souvent, il y a des synergies entre les banques et ces organismes. Donc, dès lors qu'il y a un accord du réseau entreprendre, par exemple, eh bien derrière, le banquier, il aura beaucoup plus de facilité à se positionner sur la demande de financement. Comment il raisonne en 2025? Il est ouvert au business, clairement. Il est assez ouvert au business, de qualité, avec des exigences, bien sûr, des exigences sur la maturité du projet. En clair, tu n'as pas de traction commerciale, tu n'as pas de preuve de marché, c'est trop tôt pour aller solliciter un banquier, hein. Qu'on se le dise, pas de fausses promesses hein, aujourd'hui, hein, vraiment, on se dit les choses sans tabou, on se le dit clairement. De l'attraction, un pipe assez fourni, alors pas nécessairement 200 000 euros de CA, hein, pas du tout. Hein. Ça peut être 5 000 euros de CA par mois, hein, un premier client, hein, c'est suffisant. Mais il est ouvert au business et souvent le bon banquier, c'est celui qui va te poser beaucoup, beaucoup de questions. C'est celui qui va être curieux et qui va comprendre ton activité. Parce qu'il faut savoir hein, que dans la grande majorité des cas, le banquier, quand il te rencontre, il n'est pas décideur dans ton projet. C'est pas lui qui va le décider. Il va retranscrire ce que tu lui as expliqué au décideur, qui peut être son directeur d'agence, qui peut être un référent innovation. Donc, on oublie, hein, mais c'est corporate, hein, donc des fois c'est des organisations un peu matricielles. Il y a 3 personnes au-dessus hein, qu'il faut convaincre. Donc si on n'est pas clair au départ sur son idée, sa vision, son projet, ses perspectives de chiffre d'affaires et de rentabilité, eh bien derrière, on va minimiser ses chances d'obtenir son financement. Et quelle est l'importance au niveau de la connaissance de la banque en question? Est-ce que ça varie d'une banque à une autre au niveau du circuit de décision, d'une agence à une autre? Est-ce qu'il y a ce degré de connaissance à avoir et comment du coup l'avoir? Oui, alors très clairement, on a des banques, notamment les banques mutualistes, qui vont avoir des circuits de délégation plus courts. Mais d'une région à l'autre, c'est là où ça vient complexifier un peu les choses, c'est que d'une région à l'autre, les circuits sont pas les mêmes. Et d'un collaborateur à l'autre, au sein d'une même enseigne, eh bien, la décision de crédit va être différente. Donc, c'est
principalement lié à la qualité de l'interlocuteur. Il n'y a pas une banque qui fait mieux qu'une autre. Par contre, il y a des banquiers qui vont être plus spécialisés sur certains secteurs d'activité, beaucoup plus acculturés à l'innovation que d'autres. Et c'est ça qui fera la différence. Tu as un bon fit avec le banquier, eh bien, ça va conditionner quelque part un peu les choses par la suite. Mais on ne peut pas marquer un réseau en disant, voilà, ce réseau bancaire, il fait mieux que les autres. C'est pas vrai. Il y a de grosses disparités au sein d'un même réseau bancaire dans les territoires. C'est la qualité de l'interlocuteur qui fait la différence. D'accord. Ok. Et il y a une possibilité de savoir à l'avance, du coup, à qui s'adresser en tant que, enfin, quelle banque choisir en fait, pour Oui, justement. il faut s'orienter vers des pôles innovation. Hein. Ça, c'est important parce que, en fait, tu as un maillage dans tous les réseaux bancaires et c'est principalement des agences grand public. Et ces agences grand public, eh bien, elles ne sont pas toutes habilitées à faire de l'innovation. Et ça, c'est problématique parce que tu t'adresses à un banquier qui veut te faire plaisir, qui te reçoit, mais qui malheureusement maîtrise pas le modèle économique d'une start-up, eh bien, il va te renvoyer au pôle innovation. Donc, dans les annuaires de banque, on retrouve spécifiquement, généralement, les pôles de chaque banque qui sont spécialisés sur le financement des startups. Ok. Top. Alors, on avait des petites questions. Mon entreprise ne nécessite pas forcément de financement, mais juste un budget pour certaines formations, pas inclus au CPF. Il y a des types de financement spécifiques pour cela. Et une autre question, peut-être que ça peut se coupler. Comment faire? C'est une subvention uniquement pour des entreprises domiciliées à Paris. Donc, c'est plutôt peut-être Alphonse qui aura la réponse là-dessus. Ouais, alors, si votre entreprise n'est pas domiciliée à Paris, en effet, par exemple, j'avais mentionné le Fonds parisien pour l'innovation, vous n'y êtes pas éligible. Ceci dit, si vous êtes en Île-de-France et incubé dans un des incubateurs de la ville de Paris, un établissement secondaire, ça peut fonctionner et autre. Après, si vous êtes immatriculé dans une autre ville totalement, mettons Bordeaux par exemple, BPI, les produits restent les mêmes. Donc, Bourse French Tech et Émergence, ça couvre tout le territoire. Et après, chaque région va plus ou moins avoir sa déclinaison de financement complémentaire. Donc, ce qui existe en Île-de-France sous le format InnovUp existe par exemple en Nouvelle-Aquitaine sous le format Contrée Innovation. C'est un peu différent, mais voilà. Top. Et du coup, il y a Bénédicte, la même personne qui répond. Et avoir une adresse secondaire, c'est ce que tu as évoqué, le fait d'avoir une autre adresse pour. Ça pose pas de problème, en fait, si, par exemple, nous, on est domicilié à Paris pour voilà, des raisons de facilité. Et ça pose pas un souci si on veut, par exemple, avoir une subvention ou quoi, même si, ce qui est régionalisé, du coup, et qu'on, du coup, met une adresse secondaire. Comment ça se passe? Alors, l'adresse secondaire, c'est vrai que ça se fait dans certains cas très rares et du coup, plutôt pour les subventions qui incluent l'incubation, donc Fonds parisien pour l'innovation, InnovUp Incubation. Demain, si tu te dis, ah bah tiens, j'ai vu que par exemple, je reprends la région Nouvelle-Aquitaine, un super financement pour les entreprises comme Minky, et tu fais un établissement secondaire là-bas, ce sera pas suffisant. Sur les financements locaux, au-delà de juste avoir ton immatriculation à un endroit, on va te demander de montrer que c'est des financeurs publics. Donc eux, ils financent à condition de financer des externalités positives. Et donc les financeurs locaux, c'est des externalités positives sur leur territoire. Donc au-delà d'avoir un établissement secondaire, il faudra que tu prouves que tu fais partie de l'écosystème local, que tu comptes te développer pour une raison X et Y sur Bordeaux, par exemple, et donc recruter des personnes là, ou en tout cas contribuer au dynamisme régional. D'accord. Pour un financement sur la formation, est-ce qu'il y a des choses qui existent ou pas du tout? J'en ai pas entendu parler de mon côté, mais. Sur la formation, ça dépend quoi. De prime abord, je dirais, enfin ça dépend. Ça dépend quoi. Je connais pas de choses spécifiques sur la formation, par contre, au-delà du CPF, mais qui était déjà mentionné. D'accord. Ouais, moi non plus, ça me La dit dette rien. bancaire la dette bancaire le couvre pas non plus. Hein. Ouais. Tout ce qui est CPF. Hein. Non. Et justement, une petite question pour toi, Sabrina. J'ai appris récemment que les investisseurs et banquiers en France, enfin ça peut convenir à vous deux, ne tiennent pas bien compte de la propriété intellectuelle, alors que cela sécurise beaucoup plus un projet innovant. Oui et non. Là, encore une fois, tout dépend de l'interlocuteur. On a parfois des interlocuteurs qui sont très aguerris
sur ces sujets. Donc, ils vont te pousser un petit peu dans les retranchements. Alors, côté investisseur, c'est plus facile. Hein. Côté banquier, ils peuvent demander s'il y a une enveloppe solo qui a été déposée, un brevet éventuellement. Hein, mais des brevets, on en a peu. Hein, il y a peu d'activités qui sont éligibles au brevet, hein, disons-le clairement. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des investisseurs et des banquiers à aller titiller, à aller vous titiller sur ces sujets quand même. Hein. Ils sont de plus en plus aguerris, hein. Clairement. Ouais. Et après, sur des financements qui financeraient directement cette démarche, il y en a. On les prend pas forcément dans les financements à l'innovation, parce que le but de l'innovation, c'est de financer du temps homme pour la création. Mais par contre, je pense à BPI qui a par exemple un diagnostic de propriété intellectuelle, donc qui a but de cofinancer une prestation d'un expert de la propriété intellectuelle pour voir ce qui est brevetable. Donc, il y a d'autres dispositifs comme ça. Il y a l'IP Box pour les entreprises qui sont rentables. C'est vrai que ça a été retraité de certains dispositifs avec la nouvelle loi finance, notamment du budget qui est éligible au C2I, donc qui est le crédit d'impôt innovation. Mais il reste des dispositifs qui sont dédiés un petit peu à ça. Et en effet, par contre, c'est quelque chose, quand il peut y avoir de la propriété intellectuelle, c'est super de pouvoir faire les démarches ou prouver qu'on est brevetable ou qu'on a fait les démarches, parce que ça donne un avantage compétitif qui est convaincant pour financeurs et investisseurs. Top. Alors, comment susciter du coup l'intérêt d'un banquier? Tu as commencé à en parler, mais pourquoi un dossier sur 2 est refusé sans explication souvent? Côté aussi BPI, hein, c'est souvent sans explication d'après ce que j'entends. Mais voilà, pourquoi en tout cas on se prend des râteaux comme ça au quotidien en tant qu'entrepreneur et comment y remédier? Comment y remédier? Ce qu'il faut surtout, avant de donner le go au banquier sur la demande de financement, c'est s'assurer qu'il l'a bien compris. Les refus qui ne sont pas motivés, c'est généralement des banquiers qui n'ont pas su traduire les enjeux du financement de l'entreprise et du coup ne savent pas expliquer le refus. Hein. Alors évidemment, hein, il y en a qui prennent pas la peine de le faire, mais dans la grande majorité des cas, sincèrement, c'est pas tellement de la mauvaise volonté, c'est qu'ils ne savent pas motiver le refus parce qu'ils n'ont pas réellement compris le besoin. C'est aussi bête que ça. Hein. Donc, plus on a le banquier, il a une lecture claire des enjeux du développement de la boîte, plus il sera en capacité de le défendre. Et quand bien même il obtient un refus, il saura motiver le refus et donner éventuellement des recommandations intéressantes pour maximiser ses chances par la suite d'obtenir son crédit. D'accord. Et tu en vois, toi, des erreurs qui sont un peu répétitives, fréquentes, que tu vois dans les projets que vous accompagnez? Oui, ouais. C'est souvent des business plans qui sont pas bien ficelés, très approximatifs. C'est souvent aussi une mauvaise compréhension du banquier des enjeux, hein, et de la vision, hein, qui est portée par le dirigeant, la dirigeante. Ça, il faut vraiment le travailler, hein, en amont. C'est hyper important. C'est vrai que ça fait appel à l'éloquence, hein, à la capacité à convaincre, etc. Mais le banquier, il a vraiment besoin de sentir qu'on y croit à son projet. Hein. Et parfois, ça fait défaut. Et si en plus, on a un BP, un business plan qui est fragile, que le tableau de trésorerie, il est très approximatif, eh bien derrière, c'est pas facilitateur. Bien sûr. Est-ce que tu penses que certains secteurs sont plus fragiles que d'autres en termes, au niveau du point de vue du banquier, il va se dire, oula, ouais, ce secteur d'activité, de toute façon, avec la conjoncture actuelle, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui se dégagent comme ça où c'est un peu touchy pour aller sur des financements bancaires? Pas nécessairement. Franchement, il n'y a pas véritablement de marqueur sur les secteurs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que un chargé d'affaires en banque qui a initié une demande de crédit auprès de son comité, on va dire sur une solution RH il y a une semaine et qui a essuyé un refus, si derrière il a une demande dans un secteur d'activité similaire, ça va le freiner à remonter la demande en comité. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment le convaincre que il y a vraiment des paramètres différenciants dans ton projet. Ça, c'est hyper important parce que lui, il a son vécu, hein, des demandes, il envoie une multitude
Et il peut se décourager en se disant, bon, bah, sur ce secteur, j'ai déjà eu 2 refus, donc je ne vais pas prendre le risque de remonter un projet similaire à mon comité pour de nouveau être confronté aux mêmes arguments. Donc, bien mettre en avant ces différences dans son secteur d'activité, dans son marché. Ça, c'est souvent quand il y a de l'innovation peut-être et que le marché n'est pas encore prêt? Ou Si, c'est bien sûr, bien mmh sûr, quand le marché il n'est pas mature, qu'on n'a pas de, que les banquiers n'ont pas de référentiel, et bien là, ils peuvent douter de la pertinence du business plan et du projet. C'est sûr, c'est pas facilitateur non plus. Donc d'un côté, si on passe après les autres, on a peut-être plus de chances, puisque le banquier peut se dire: «Bon, là, ça commence à revenir, cette demande, cette idée, donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire, donc pourquoi pas?» Absolument. Ouais, il y a des biais, il y a des biais. Ouais, c'est tout à fait ça. OK. Alphonse, est-ce que de ton côté, tu peux nous dire, au niveau des dossiers que tu vois passer, les erreurs fréquentes en fait, au niveau, du financement non dilutif qui pourraient Ah, peut-être donner des tips aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? ouais. Bah, pas mal de tips, mais déjà, il y a plusieurs choses, mais la première chose, c'est qu'on dépose jamais un dossier «à froid» entre guillemets. Les processus de financement public, il y a toujours un interlocuteur qui est très souvent chargé d'affaires BPI et parfois on peut déposer directement sur des plateformes et autres, mais Mmh. en fait, ils préfèrent plutôt voir l'entreprise, pouvoir dire: «Bon, bah, OK, dépose un dossier parce que je peux le défendre à mon communauté». Faut garder en tête sur la position d'un chargé d'affaires dans le public comme dans le privé, c'est pas quelqu'un qui a la décision de financement à sa main directement. C'est quelqu'un qui va constituer un dossier pour le présenter à ses supérieurs, comme disait Sabrina, ou à son comité de décision, qui prendront la décision de financement. Donc lui, son objectif, c'est quand même avant de pouvoir bien comprendre le projet, bien comprendre l'entreprise, et puis est-ce que le projet coche les cases qui vont lui permettre de le passer devant son comité et de bel et bien décaisser le financement, qui est son objectif à lui en tant que chargé d'affaires à la fin. Donc passer un minimum de dossiers pour un maximum de financement finalement et ne pas passer des dossiers qui marchent, enfin qui ne marcheraient pas. Et après, je sais pas s'il y a des grosses erreurs, mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que, notamment sur le public et notamment quand ça parle d'innovation, bah, il y a ce qui est écrit Mmh. sur Internet, sur les pages de présentation, et il y a les critères de lecture réels. Donc sur internet, on pourrait dire: «OK, j'ai 15 000 €, je suis éligible à faire, une bourse French Tech parce que c'est 70% du budget». Enfin, on vient me financer 30 000 €, donc 70% du budget, 45 000 au global, 15 plus 30, je suis dedans. Sauf qu'en réalité, c'est pas exactement ça. Il y a des notions de versement en plusieurs tranches qui font que le besoin de trésorerie, il est plus haut. Ouais. Les comités essaient de prendre de moins en moins de risques. Donc le plus on a de trésorerie, oui, bah, évidemment, le moins on est risqué. Sur le papier, c'est un financement aussi qui est dédié à financer la faisabilité, donc qui serait vraiment la première phase d'un projet. En réalité, aujourd'hui, ça a été un peu revu parce que bah, les budgets de pas mal de financements ont baissé les dernières années, donc le scope a été resserré et les critères ils se sont un peu durcis aussi. Donc ceux qui vont pouvoir être financés très tôt, c'est les projets qui vont avoir une très forte intensité technologique ou qui vont être dans des priorités un petit peu politiques, étant donné qu'on est sur du financement public, tout ce qui est réindustrialisation, impact au sens large. Les autres projets sont moins priorisés. Et en fait, le timing, il est un peu difficile et il n'est pas juste je viens de créer, j'ai moins d'un an, j'ai des fonds, je suis éligible. Il faut qu'il y ait un degré d'innovation qui soit quand même suffisant. On parle beaucoup, enfin, on parle essentiellement de financement à la tech. Euh, et bah, faire de l'innovation, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des verrous technologiques. Donc parfois, c'est aussi ça, des personnes qui se disent, bah, on m'a dit que je faisais pas de tech, que j'ai de l'IA, enfin, il y a de l'IA dans mon produit. Oui, mais en fait, l'IA, tu prends un agent IA qui a été développé par une autre entreprise que tu utilises, tu adaptes un peu, mais c'est pas suffisant pour justifier des vrais verrous et une trajectoire technique sur le long terme. Donc c'est un peu ça aussi les critères. Donc il y a un timing, il y a plein de critères non dits et qui sont difficiles à connaître, mais c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'en parler avec un chargé d'affaires et d'essayer de comprendre ce qu'il dit et ne pas se. Je vois beaucoup de gens, ils se braquent du coup parce qu'on leur dit que leur projet n'est pas assez innovant, peut-être parce qu'on leur dit pas assez pédagogiquement aussi, mais voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de tech qui est ce que BPI cherche à financer que le projet n'est pas intéressant pour autant. Bien sûr. Et dans la continuité de ce que tu dis, Alphonse, c'est exactement la même chose côté banque, hein. La qualification d'un projet innovant, elle se fait sur certains critères et essentiellement des critères d'actifs technologiques.
Très clairement, si l'architecture, elle peut reposer sur des solutions qui existent déjà, bon, ben, ça peut être qualifié. Ce ne sera pas nécessairement un pôle innovation qu'il faudra consulter, mais un banquier traditionnel d'une agence grand public. Voilà. Donc, Voilà. Et il y a aussi une dernière chose que j'ai pas mentionné, mais il y a aussi des endroits où naturellement ça va être plus compétitif. Évidemment que à Paris, il y a la majeure partie des entreprises, des startups qui se créent à Paris, même si les budgets sont vus en conséquence. Bah forcément, il y a plus de monde qui demande des financements à cet endroit-là, et donc ça amène les décideurs à être plus exigeants, et puis à avoir éventuellement beaucoup plus de travail, et donc des délais qui vont être un peu plus lents qu'à d'autres endroits. Donc un projet similaire, selon où il est basé, ça peut aussi jouer parfois. Ça, c'est à prendre en compte aussi au moment de l'immatriculation. Mais bon, c'est souvent Voilà. pas les Mais ceci dit, par exemple, en se disant, je reprends l'exemple de Bordeaux, si j'habite à Paris, que mon projet va être en région parisienne, je suis obligé de l'immatriculer en région parisienne. Si je me dis, ah bah non, je m'immatricule à Bordeaux pour profiter d'un meilleur écosystème de financement, comme je disais, si on n'a pas d'impact en local, ça va bloquer. souvent la création d'emplois, la création d'emplois en local, qui est un facteur décisif. Ok. Top. Très bien. J'ai appris récemment que les investisseurs, non, ça on l'avait déjà lu, les investisseurs semblent oublier les notions de potentiel et sont omnubilés par la tech. Qu'est-ce que vous dites de cette remarque? Qu'est-ce que tu en penses, Alphonse? Ouais, moi aussi. Je dis oui si tu veux avoir des investisseurs qui investissent dans la tech. Et la majorité de l'investissement qui se fait en early stage, donc sur les premières phases aujourd'hui en France, c'est sur de la tech parce que c'est ce qui représente facilement le plus gros potentiel. Maintenant, en faisant du tri, on va dire sur les investisseurs que tu vas aller targeter, si tu vas avoir un fonds de venture capital, il va investir dans la tech avec un haut potentiel de rendement. Il investit aujourd'hui 1 parce que dans 7 ans, il veut sortir 100. Donc oui, il va focus sur la tech et des très très forts potentiels. Tu as des investisseurs plus business angel ou family office qui vont être sectorisés mais qui vont avoir des stratégies un peu plus diversifiées ou éventuellement pour des choses qui auront un fort impact territorial, bah, il y a des fonds régionaux qui peuvent être investisseurs. Donc voilà, oui, la plupart des investisseurs sont dans la tech. Il faut arriver à trouver les quelques investisseurs qui sont spécialisés ou qui ont un scope un peu plus large, mais c'est pas forcément, ça c'est sûr que c'est pas forcément le plus simple. Et sur la notion de potentiel, bah pareil, conjoncture économique, il y a eu beaucoup d'argent investi, justement juste sur de la notion de potentiel dans les années 2020-2021. Il y a eu des déceptions, ce qui a amené les investisseurs, pareil, à revoir leurs critères, être plus exigeants. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais plutôt de s'orienter vers des friends and family en cas de levée de fonds. Aujourd'hui, une entreprise en création, à moins de faire partie voilà, d'avoir déjà un track record entrepreneurial important ou d'être dans des projets deep tech, une entreprise en création ne peut pas lever de fonds. Généralement, les premières levées de fonds arrivent après avoir fait la validation de marché, en prouvant qu'il y a un gros potentiel commercial, justement. Ok, top. Très bien. J'ai fait du coup ma petite campagne de crowdfunding, ou ma grosse campagne de crowdfunding d'ailleurs. J'ai eu un prêt d'honneur, un prêt bancaire, et puis là, ça y est, je commence à être assez mûre pour faire une levée de fonds. Est-ce que, Sabrina, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe de ce côté-là? Qu'est-ce que la valorisation, la méthode VC, quelles sont les méthodes les plus utilisées et comment on peut du coup se défendre face à un investisseur sans les faire fuir. Voilà, au niveau de la valo, c'était un point qu'on voulait faire parce que c'est un peu obscur toute cette histoire de valo. On en a parlé avec Jean-Michel Caram lundi pour les personnes qui étaient là et on a dit qu'on reviendrait dessus aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire? Oui, bien sûr. Alors, il y a deux grandes méthodes qui sont utilisées. La VC méthode, en fait, c'est l'estimation de la valeur future de la boîte à la sortie. Donc, imaginons une revente à 5 ans et ils vont appliquer un taux de retour sur cette boîte. En général, ça doit être un multiple de x5, x10. Et donc, l'avantage de cette méthode, c'est que
Ça fait plaisir aux investisseurs. Par contre, pour nous, entrepreneurs, bah, ça reflète pas véritablement la réalité intrinsèque de la boîte à l'instant T, quoi. Ça peut être pénalisant, cette méthode. Elle favorise l'investisseur, mais pas nécessairement le porteur de projet. Et puis, il y a la méthode des comparables, ce qu'on appelle la market approach. Elle est basée sur, en fait, la valorisation de ta boîte sur les boîtes qui exercent exactement dans le même secteur d'activité. Donc, on va prendre des boîtes similaires, on va se baser sur ces entreprises qui sont dans le même secteur et au même stade de développement, d'accord? Donc, exemple, une start-up AI Santé qui est en série A, elle valorise 5 fois son chiffre d'affaires. Donc, ils vont appliquer le même multiple pour ton entreprise qui a exactement le même stade de maturité. Alors, c'est pas mal parce que c'est simple comme méthode. C'est réaliste hein, parce qu'on se base sur des boîtes qui existent déjà et qui sont au même stade de développement. Mais par contre, si ton marché il n'est pas connu, s'il n'y a pas tellement de référentiels et de boîtes comparables, bah, ça peut être vite compliqué et difficile à appréhender. Voilà. Donc, il peut y avoir des sous-valos hein, sur des marchés qui sont peu répandus ou des marchés de niche. C'est les principales valos qui sont aujourd'hui utilisés. Comment comment maximiser ses chances d'en retirer le maximum? Clairement, il faut se faire accompagner. Hein. Quand on est à ce stade d'exit, de valo ou même d'intégration d'un VC à son capital, il faut nécessairement prendre des conseils et un avocat spécialisé pour t'accompagner. Hein. Important aussi, ça se prépare. Mais vraiment, ça se prépare. La temporalité, c'est même 2 ans avant que ça se prépare. Hein. Dès le départ, on doit avoir une vision hein, de sa valo. Et pour ça, eh bien, il faut saisir de la data, hein, créer une data room, l'alimenter régulièrement, des nouveaux contrats, du pipe, de ce qui va sortir, du cash flow. C'est pas quelque chose qui s'improvise, hein, la levée de fonds. Hein. Il y a un gros travail de préparation et dans tous les cas, il faudra se faire accompagner. D'accord. Top. Quand, pour toi, faut-il privilégier la dette bancaire vs la levée de fonds, pardon? Alors, en fait, elles peuvent se faire de façon concomitante, mais clairement, un banquier il aura une capacité à accompagner davantage lorsqu'un VC se sera positionné. Hein. Ce sera beaucoup plus confortable pour lui, en fait. Hein, parce qu'on sait à quel point créer une boîte, c'est consommateur de cash. S'il sait qu'il y a un investisseur, et d'autant plus un investisseur de renom qui s'est positionné sur un projet, le banquier, il sera plus enclin à accompagner. Donc, dès lors qu'on a une lettre d'intention hein, d'un investisseur, on peut tout de suite enclencher la dette bancaire. Hein. Il y a vraiment un effet de levier derrière. Hein. J'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu comme un effet domino, toutes ces aides. Dès qu'on en déclenche une, ça va amener à une autre, puis à une autre, et à une autre, et à une autre, etc. Totalement, totalement. Okay. Très clair. Alors, le petit quiz, banquier ou investisseur. On va avoir 3 cas. Le premier, c'est du coup un freelance qui va ouvrir son premier local dans le bien-être. Et elle veut ouvrir, elle s'appelle Lucie, elle veut ouvrir un espace physique avec un salon et une boutique. Elle a déjà 2 ans d'activité, elle est rentable, elle a un apport de 10 000 et au total 40 000. Du coup, pour vous, vers quoi elle doit ou elle va, ou ça serait le mieux qu'elle se dirige vers un banquier ou un investisseur? Et on nous expliquera après pourquoi. Vous pouvez mettre dans le chat banquier ou investisseur. Ah, emoji, je réfléchis. Donc, on est sur une personne en free pour l'instant qui veut ouvrir un lieu physique et qui a déjà 2 ans d'activité. Le projet total coûte 40 000 € et elle a un apport de 10 000. D'après vous, Lucie doit se diriger vers un banquier ou plutôt un investisseur? Non, on vous pose une colle. Banque. Vous pensez qu'une levée de fonds, c'est pas possible à ce moment-là?
Pas vraiment. Bravo, bingo. On est typiquement dans la grande majorité des projets que les banquiers aiment accompagner, des activités voilà, en physique avec déjà une expérience dans le secteur en question, de l'apport. Et là, bon, bah, c'est du financement qu'il maîtrise et des configurations qu'il adore. Non pas qu'il n'aime pas faire de l'innovation, hein, mais il a été très longtemps habitué à financer ce type de projet. Donc, évidemment, banquier, investisseur. D'accord. Et même post tout ce qui s'est passé pendant le Covid, le banquier n'est plus trop frileux sur les espaces physiques ou Il a toujours une appétence forte sur tout ce qui est espace physique, heureusement, hein, même s'il y a certains secteurs qui souffrent plus que d'autres. Ce qui va faire la différence, c'est l'expérience du dirigeant sur le secteur en question. Est-ce que ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'il faisait avant? Est-ce que ses moyens d'exploitation ils sont bons? Est-ce qu'il est bien dimensionné en termes d'effectifs, si c'est un resto par exemple, pour accompagner le développement. Mais oui, il aime ça le banquier. Il aime le commerce physique. D'accord. Alors, cas numéro 2, une start-up tech pré-produit média une idée d'appli mobile innovante dans le domaine de l'éducation. Et il cherche 150K pour recruter du coup une équipe et lancer un MVP, mais il n'a encore aucun chiffre d'affaires. Du coup, il se dirige vers quoi, Mehdi, avec sa start-up? Un banquier ou un investisseur? Invest. Votre réponse? Invest. On laisse imaginer qu'il a une communauté de 40 000 personnes qui le suivent et du coup une traction sociale, une forte derrière communauté qui voilà, invest. OK. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bah, c'est un entre-deux, mais en effet, s'il a une forte Ouais. communauté, s'il a la capacité de prouver qu'il a un marché, a priori, on serait plutôt dans le cas d'un investisseur. Comme on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas de fonds de base, de toute façon, aller voir un banquier, c'est compliqué. Ou éventuellement, il est dans le cas où il va faire appel à des investisseurs, peut-être dans son réseau, peut-être des proches, peut-être pas récolter 150 000 euros, mais récolter de quoi lui permettre de mettre le pied à l'étrier, d'aller faire justement ce produit, valider son marché et puis aussi faire cet effet boule de neige dont tu parlais. J'ai un peu de fonds, je fais un premier financement qui est peut-être un petit peu plus petit, qui serait non dilutif, et puis j'avance étape par étape. Top. Dernier cas, une PME qui veut racheter un concurrent. Donc, c'est une société de 15 salariés rentable, mais qui veut racheter un concurrent pour grossir. Bonne historique bancaire, équipe solide et un chiffre d'affaires stable. Banquier ou investisseur? On ne sait pas le secteur d'activité de la PME. On peut tout imaginer. Les deux. Les deux. Du niveau, hein. Investisseur et banquier. Super. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur Super. un niveau un petit peu aguerri. Aguerri, hein, parce que c'est pas forcément évident. Ouais. Mais clairement, oui. On est sur une cible investisseur et les banquiers, ils en raffolent, hein. C'est de la croissance externe et les centres d'affaires, les banquiers, ils sont très friands de ce type d'opération. Ça, c'est grand temps, hein. C'est le bon profil. Ouais. Top. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la présentation qui vient de vous être faite pendant 1 heure? On a été ravis d'échanger avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre vos petites questions dans le chat. Si vous avez besoin d'aide pour faire une demande de subvention, vous pouvez scanner le petit QR code Orange. Et si vous voulez trouver le banquier de vos rêves et surtout faire… Est-ce que tu peux nous parler un peu de la simulation, Sabrina, que tu as mis à disposition? Justement, on l'a mise derrière le QR code. Ouais, bien sûr. Le score le financement, en fait, il permet de tester ton éligibilité au projet. Donc, en fonction du score, tu vas avoir des recos pour le maximiser et puis
le jour J, être prêt pour envoyer ton dossier en matching à un banquier. Mais déjà, ça te donne un avis de faisabilité. Plus le score il est proche de 100, bah, plus c'est un go, quoi. Par contre, s'il est inférieur à 50, ça veut dire qu'on a encore des axes de progrès. Oui. Donc, tu vas tester ton éligibilité en direct en 2 minutes en répondant à quelques questions. Et c'est disponible via la landing page. Top. Eh bien, nickel. Ça a été mis aussi dans le chat. Et pareil, si on peut mettre aussi 3i, comme ça on a tout. Ah bah nickel. Voilà, vous pouvez aussi retrouver dans le chat l'appel avec Alphonse qui vous en dira plus en fonction de vos problématiques perso. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, nous, on a été ravis de vous accompagner. Demain, on parlera plus juridique, mais vous avez l'air d'être bien avancé. Je ne sais pas si vous l'êtes aussi sur la partie du juridique. Ce sera avec un de nos partenaires qui s'appelle Swappen. On n'aura pas la chance d'en avoir 2 demain, mais un, c'est déjà bien aussi. Et on parlera du coup de tous les sujets autour du juridique, comment bien choisir son statut et anticiper les frais, etc., qui sont associés. Merci beaucoup Sabrina et Alphonse. On a été ravis à tous de faire cette présentation avec vous et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir.